Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation et installation de mon nouveau serveur. Ce serveur a pour objectif d'être un serveur qui consomme moins et qui est plus compact. Comme vous aurez pu le voir sur les vidéos de présentation, j'ai utilisé la carte mère chinoise avec le Ryzen 7 que j'ai présenté dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien dans la description. Cette carte mère est équipée d'un Ryzen 7 7840HS avec deux barrettes de RAM, chacune de 32 Go de RAM, ce qui fait 64 Go de RAM. Pour pouvoir mettre cette carte mère dans son boîtier, j'utiliserai le boîtier Jumbo N3 couplé à une alimentation de 750 watts de chez Corsair que j'ai présenté aussi dans une vidéo juste avant. Je vous mets aussi le lien en description. Donc là, on va commencer par démonter les 4 vis du dissipateur thermique pour pouvoir accéder à la patte thermique qui est juste en dessous. Donc là, dévissage simple, on retire les 4 vis qui sont à l'arrière de la carte mère. Ensuite, le dissipateur tombe tout seul. Bon, là, malheureusement, j'avais pas fait attention, mais il y avait de la pâte thermique sur le dissipateur. On a un petit peu mis sur le bureau, mais pas de souci, ça s'enlève très facilement avec de l'alcool isopropylique et un chiffon. Après avoir nettoyé la pâte thermique sur le bureau, je vais pouvoir passer à la pâte thermique sur le dissipateur qui se retire très facilement. Elle n'était pas très vieille, mais je préfère la remplacer pour avoir une meilleure diffusion de la chaleur. Après avoir retiré la pâte thermique du dissipateur de chaleur ainsi que du processeur, je vais réappliquer de la pâte thermique, donc de la MX6, une pâte thermique plutôt classique. J'applique une petite noisette sur le processeur que je vais ensuite étaler avec une spatule. Attention de ne pas en mettre trop sur le côté. Je vais en rajouter une toute petite goutte histoire de pouvoir bien étaler ensuite une fois que la pâte thermique sera écrasée. Puis je replace le dissipateur thermique, je revisse les 4 vis et le tour est joué. La dissipation sera bien meilleure avec une pâte thermique toute neuve. Donc là, on va appliquer de la pâte thermique sur le radiateur du ventirad pour pouvoir mieux dissiper la chaleur. Je sais que normalement ça se fait pas dans ce sens là, on applique plutôt la pâte thermique sur le processeur et ensuite on vient l'écraser avec le ventirad, mais là j'ai fait autrement pour pouvoir avoir une meilleure surface de contact et éviter de perdre trop de pâte thermique. Donc là, la pâte thermique était un petit peu sèche, j'ai l'impression, donc j'ai dû en mettre un peu plus pour pouvoir mieux l'appliquer. Donc là, on n'hésite pas à bien l'appliquer et ensuite laisser une petite couche qui permettra de s'étaler par la suite. Ensuite, on vient positionner le ventirad dans le bon sens en faisant correspondre les trous avec les trous et ensuite on va simplement visser avec 4 petites vis à main et on fera un petit serrage au tournevis après. Petit serrage pas trop fort pour éviter d'abîmer la carte mère et de la plier et le tour est joué. Et voilà, et là on a un joli ventirad Noctua posé sur notre petite carte mère. Et on n'oublie pas de brancher le CPU fan. Donc maintenant on va passer à l'installation des NVMe. Donc les NVMe, j'ai 2 ports sur la carte mère, un devant, un derrière. Donc là je vais installer un premier NVMe de 512 Go. Donc très simple, une petite vis, on le place dans l'emplacement, hop, un petit peu compliqué avec le câble, tac, on le glisse dans son emplacement, on met la petite vis, donc j'ai mis un dissipateur dessus pour qu'il puisse mieux tanker la chaleur pour avoir des bonnes performances. Ensuite, on fait pareil pour l'autre côté. Donc, même chose, mais sans dissipateur. J'ai dû mettre mon NVMe sans le dissipateur. Donc, c'est un MP510 de chez Corsair de 500 Go. On le place à l'arrière dans l'emplacement, une petite vis et c'est fini. Pour celui-là, il n'y a pas de dissipateur thermique vu qu'il se trouve sous la carte mère. Ça ne passe pas. Donc je préfère ne pas mettre de dissipateur. Et voilà le résultat. Donc là on se retrouve pour le montage de la carte mère dans le boîtier. Donc dans le boîtier j'ai déjà fait passer les câbles ainsi que installer l'alimentation. Donc là je vais placer la carte mère dans son emplacement. Elle s'y présente plutôt bien. J'aurai simplement à bien tout aligner. Donc là je vais y mettre ces vis là. Donc c'est des vis avec une petite partie en carton qui permet d'éviter d'abîmer la carte mère. Donc là je visse tranquillement les 4 vis. Attention à bien être aligné en face des trous, sinon on va avoir quelques soucis. Ne pas serrer trop fort non plus pour pas écraser la carte mère. Hop, là on fait un petit couple de serrage. Ensuite on va commencer à positionner les câbles. Donc là j'ai dû utiliser un câble qui permettait de brancher sur la carte mère car il y a un petit détrompeur, il y a un double détrompeur sur l'alimentation et sur l'extension, on a juste un petit détrompeur. Donc là, on branche les prises de devant, allumées, réinitialisées
éteindre. Donc là on essaie de faire passer au mieux le câble d'alimentation. Donc je vais essayer de faire le tour parce que le câble est plutôt long. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça. Ensuite on va brancher le 24 pins qui est vraiment très court. Là on essaye de faire un petit peu de management. Là je vais utiliser un Samsung 870 Evo sur l'emplacement disque dur qui est fait à cet effet. Donc là je vais l'installer juste ici. Donc là je vais utiliser les vis pour SSD. Au final je me dis que je vais retirer le SSD pour pouvoir mieux passer les câbles. Donc pour passer les câbles, j'ai utilisé des petits passe-câbles autocollants que j'ai imprimés en 3D. Donc là, hop, j'utilise déjà les emplacements qui sont fournis pour pouvoir accrocher les câbles. J'essaie de bien les mettre dans le bon sens. Hop, je ne serre pas trop pour éviter de casser les câbles et au cas où s'il y a besoin d'encore les manipuler. Hop, on continue à faire le chemin de câbles. Là, c'est les deux câbles SFF qui permettent de brancher tous les disques qui sont en bas. Ils sont très longs, ils font 1 mètre, donc je les ai fait passer autour de l'alimentation. Hop, on les branche et on essaie de voir ce que ça donne au niveau des câbles. On va les agrafer comme ça. On essaie de faire passer les câbles qui ne sont pas utilisés, comme l'USB-C ou l'USB tout court. On branche l'USB 3, on met quelques riselants et ça a l'air plutôt pas mal. On arrive à obtenir quelque chose quand même de relativement potable. On referme le boîtier et on obtient un boîtier plutôt bien soigné avec pas trop de câbles et c'est ce que j'adore. Donc là on va passer à la création de clés pour Ubuntu Server. Donc tout d'abord on va aller sélectionner qu'on ne veut pas de filtre. Ensuite on va sélectionner qu'on veut écraser la clé. On va ensuite sélectionner notre clé et on va lancer le formatage. Pour moi, le formatage a été plutôt rapide vu que la clé était déjà vide. Ensuite, on va sélectionner Custom Use Custom, qui permet d'utiliser une image custom autre que celle de Raspberry. Ensuite, on va aller chercher là où vous avez téléchargé votre image. Donc pour moi, là, j'avais mis TrueNAS, mais ça sera Ubuntu, où vous mettez l'image que vous souhaitez. Et ensuite, vous allez sélectionner le stockage. Donc pour moi, c'est ma clé USB et on lance. Donc là, on dit qu'on ne veut pas appliquer les paramètres. Donc là, il faut être sûr de bien vouloir effacer tout ce qu'il y a sur la clé. Et on lance l'écriture de l'image sur la clé USB. Une fois ceci fait, vous aurez simplement à retirer la clé et à l'insérer dans le serveur. Alors vous, juste après avoir inséré la clé, il va falloir trouver la touche pour aller dans le boot menu. Donc moi, par exemple, là sur la vidéo, on peut voir que c'est F7. Donc je spam F7 pour arriver dans le boot menu. Donc moi j'ai utilisé une méthode différente par rapport à la clé USB. J'ai utilisé le boot PXE. Donc le boot PXE, c'est un boot qui se fait par internet. J'utilise l'outil iVentoy qui fait partie de la suite Ventoy et donc qui permet tout simplement de boot des ISO via votre réseau interne. Donc là je choisis bien la bonne prise RJ45. On lance le démarrage PXE. Ensuite là, on va tout simplement aller sur Ubuntu Server. On va faire essayer ou installer. On patiente le temps que le système d'exploitation se charge. Une fois le système d'exploitation chargé, on va tout simplement choisir la langue. Donc pour moi, je vais choisir français. Ensuite, je vais faire continuer sans mettre à jour. On va mettre la langue français pour le clavier. On va installer Ubuntu. Là, on peut check toutes les interfaces réseau que j'ai. On fait suivant, suivant. Donc là, on patiente le temps qui check les miroirs d'Ubuntu. Ok, donc là, on va sélectionner sur quel disque on veut installer. Donc moi, je vais l'installer sur le NVMe Hub. Donc là, on peut continuer. Donc là, on dit oui qu'on va perdre toutes nos données. Donc là, on peut rentrer votre nom. Donc moi, je mets Jomsbo N3. C'est un exemple. Hein. Hop, je me suis trompé. Donc là, nom du serveur, je vais mettre pareil, Jomsbo N3, tac. Ensuite, je vais choisir un nom d'utilisateur. Donc, je voulais mettre administrateur, mais je sais que ça fonctionne pas. Du coup, j'ai mis master. Vous mettez un mot de passe. Hop, on lance. Donc là, moi, j'ai pas Ubuntu Pro. Là, j'installe le SSH pour pouvoir y accéder à distance. Je ne veux rien installer en plus. Et là, on va laisser l'installation se faire tranquillement. Une fois l'installation faite, on aura le redémarrage tout en bas. On fait redémarrer maintenant et là on attend que ça redémarre. Une fois le redémarrage complet du système, on aura simplement les deux lignes qui apparaissent en haut, donc Ubuntu plus la version et un login à mettre.
Donc là, pour tester que tout fonctionne bien, on va se login. Donc on va rentrer l'identifiant qu'on a mis juste avant. Pour moi, c'était master. Et ensuite, on va mettre le mot de passe. Et là, on peut accéder à toutes les commandes qu'on veut sur le serveur. Mais nous, on va passer directement via SSH. Donc je vous retrouve sur le bureau. Donc pour me connecter en SSH, j'utilise Putty qui se trouve très facilement sur Internet. Ça permet de se connecter en SSH à un serveur. Donc pour trouver l'adresse IP de votre serveur, tout à l'heure, quand je vous ai montré comment vous login, vous avez l'adresse IP qui est apparue. Donc il faudra simplement entrer l'adresse IP sur Putty. Donc là, moi, c'est 192.168.1.204. On laisse le port par défaut. On va avoir une console qui s'est ouverte. Donc voilà, moi, c'est ouverte de l'autre côté. Donc là, il nous demande un login. On fait pareil. Donc moi, c'est master plus le mot de passe. Vous pouvez faire pareil. Ensuite, là, on va installer Casa OS sur ce serveur pour essayer. Donc Casa OS, vous allez pouvoir trouver directement sur Casa OS la commande qui permet d'installer Casa OS sur le serveur. Hop, donc là, on colle la commande, on lance. Et là, on laisse tout simplement l'installation de Casa OS se faire, qui est full automatisée. Une fois Casa OS installé, on n'aura plus qu'à rentrer l'adresse IP de notre serveur pour accéder au serveur. Donc là, on a une petite interface qui est plutôt pas mal. Donc là, on va mettre notre nom d'utilisateur. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, plus un mot de passe sécurisé de préférence. Donc là, voilà, on se retrouve sur l'interface de Casa OS. Donc on peut voir l'état du système. Juste ici, on peut voir qu'on peut changer le login et le mot de passe. Juste à côté, on peut modifier les paramètres, donc comme la barre de recherche, quel moteur de recherche s'utilise, la langue, le port d'interface web, le fond d'écran. Donc là, nous, on va mettre le fond d'écran bleu pour tester. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On peut afficher les actualités des blogs. Donc, moi, j'en veux pas. On peut afficher les applications recommandées. Bon, ça, on peut laisser si on veut. Monter automatiquement le stockage USB. C'est quand on branche une clé USB pour simplement voir la clé USB sur le serveur. Donc là, on a les fichiers. Donc, tout simplement une base de fichiers où on peut mettre ce qu'on veut dedans. Là, on a les différents disques durs. Donc là, moi, j'ai mis tous les disques durs à l'intérieur. Donc, c'est que des SSD. Donc là, on va créer un nouveau stockage. Donc là, je vais prendre un disque dur de 250 Go. On va le formater et le mettre en place. Hop, c'est tout bon. On va en faire un deuxième. Voilà. Une fois qu'on a deux disques, on va tester la fonctionnalité fusionner les disques. Donc on va sélectionner les deux à 250 Go. On les fusionne et donc du coup ça nous donne un espace de 500 Go environ. Donc là on va essayer d'en ajouter plus. Donc par exemple sous Casa OS il n'y a pas de système de redondance ou ce genre de choses. Donc là c'était vraiment un test. Je voulais tester cet OS pour voir ce que ça donnait. Donc là toute l'installation n'est pas définitive du tout. Donc là je vais rajouter les deux disques qui manquent et là ça nous fait à peu près 1 Tera. Donc là on peut aller dans l'App Store et on peut installer différentes applications possibles. Donc là on a du AdGuard, on a du Jellyfin, on a du MotionEye, on a du Plexo, du Plex, du Vanguard, du VaultWarden, du Prism Photo, du PhotoPrism. Et du coup nous on va installer Portainer. Donc voilà, on appuie, ça s'installe. On n'a rien besoin de faire, ça se fait automatiquement. Hop, voilà, donc là je vais mettre un mot de passe. On fait OK. Et puis là, on arrive sur Portainer. On peut utiliser Portainer comme on le souhaite. Et tout est bon. Du coup, pour ce qui est des températures du serveur, je n'ai pas poussé le serveur à fond car l'installation n'est pas encore définitive. Il va manquer encore des disques à plateau. Pour l'instant, je l'ai rempli que de SSD. Je sais que la consommation vous intéressait. Là, avec cette nouvelle carte mère et cette nouvelle configuration, dedans, en tout, je crois qu'il y a à peu près 11 disques, tous des SSD. Donc bien sûr, la consommation va être très petite, mais on arrive à tourner autour des 20 à 30 watts en utilisation classique. Pas poussée, pas non plus en idle, mais une consommation tranquille. Donc ce qui est bien mieux que mon ancien serveur qui consommait beaucoup. Je sais que beaucoup m'ont dit que mon serveur était très puissant et qui consommait beaucoup. Je suis totalement d'accord avec vous. Le serveur est très gros, consomme beaucoup et c'est pour ça que je voulais en changer. J'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup de commentaires sur pourquoi je n'utilise pas par exemple Proxmox ou
d'autres suites comme TrueNAS ou OpenMediaVault. Je vous avoue que j'ai jamais trop retenté l'expérience depuis toutes ces années. Donc là, j'ai voulu par exemple essayer CasaOS, mais peut-être que dans une autre vidéo, on testera TrueNAS ou OpenMediaVault. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de tutoriels de projets DIY. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de vous aider et de vous répondre. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour des nouvelles aventures dans le DIY.